Je suis ravi d'avoir l'occasion de remercier les Flandres, et plus particulièrement les Ypressiens, ainsi que les membres de l'association Last Post, pour leur engagement continu à honorer la mémoire de nos soldats tombés au combat. Le duc de Kent finit par avouer. Catherine doit hériter des joyaux de la couronne, et non Camilla. Quelque part au palais de Kensington se trouve une collection de bijoux qui a survécu à la Révolution russe, à un empire, et a appartenu à certaines des femmes les plus extraordinaires de l'histoire moderne. L'homme qui contrôle cette collection aurait pris une décision à laquelle la reine Camilla ne s'attendait absolument pas. Le duc de Kent, l'un des membres les plus influents et les plus respectés de la famille Windsor, aurait clairement fait savoir à qui il souhaitait léguer ces légendaires joyaux de famille, et sa réponse a laissé le palais sans voix. Mais avant d'aborder la question des bijoux, avant même de parler des funérailles, avant même de nous pencher sur les intrigues de palais, il est essentiel de comprendre le rôle d'un homme. Car sans lui, toute cette histoire n'a aucun sens. Il s'appelle le prince Edward, duc de Kent. Il a 90 ans. Il a servi la couronne britannique sans le moindre scandale public pendant plus de 60 ans. Maréchal, le grade le plus élevé de l'armée britannique. Il est grand maître de la franc-maçonnerie depuis 1967, soit près de 58 années consécutives d'un pouvoir institutionnel discret dont la plupart des gens ignorent l'existence. Pendant 52 ans, de 1969 à 2021, il a incarné Wimbledon, l'homme qui foulait le court central chaque année en juillet pour remettre les trophées à Roger Federer, Serena Williams, Novak Djokovic et à des dizaines d'autres champions. Il a remis plus de 350 trophées. Il n'a quasiment jamais manqué une seule édition. Mais le détail qui change tout quant à la place qu'il occupe dans cette histoire est le suivant. Edward George est le dernier survivant du règne du roi George V. Il est le cousin germain de la défunte reine Élisabeth II. En juin 2022, lors du jubilé de platine, une photographie a fait le tour du monde, mais très peu de gens en ont vraiment compris la signification. La reine avait 96 ans. Elle est apparue pour la première fois au balcon du palais de Buckingham, sans le prince Philip. Une personne se tenait à ses côtés. Il s'agissait d'Edward, duc de Kent. Son épouse, Catherine, était encore plus exceptionnelle que le duc lui-même. Née roturière, elle était la première personne sans titre à épouser un duc depuis plus d'un siècle. La mère du duc, la princesse Marina, refusa l'union à 2 reprises avant de finalement donner sa bénédiction. Catherine avait déjà voyagé seule jusqu'au Canada, traversé tout un continent en bus Greyhound et attendu que l'homme qu'elle aimait se batte pour elle. Il l'a fait. Ils se sont mariés le 8 juin 1960 et un à la cathédrale d'York, lors du premier mariage royal célébré en ce lieu depuis 633 ans, suivi à la télévision par 8 millions de téléspectateurs. Ce que Catherine a accompli durant ces décennies en tant que duchesse était sans précédent dans l'histoire de la famille royale. Elle faisait chaque semaine l'aller-retour entre Londres et Hull, soit 640 km, pour enseigner la musique dans une école primaire. Pendant des années, personne ne la connaissait, ni les parents, ni les enfants, ni personne d'autre que le directeur de l'école. Elle se présentait simplement comme Madame Kent. Formée comme secouriste, elle prenait des appels d'urgence en toute confidentialité. Elle était bénévole dans un refuge pour sans-abri. Elle a cofondé Future Talent en 2004 afin de soutenir les enfants musiciens issus de familles défavorisées. En 1977, elle a accouché à 9 mois de grossesse, mais le bébé est né mort-né. Elle a parlé publiquement de la dépression qui a suivi, des décennies avant qu'aucun autre membre de la famille royale n'ose évoquer la maladie mentale. En 1994, elle a pris la décision personnelle la plus marquante prise par un membre important de la famille royale depuis 300 ans.
Elle s'est convertie au catholicisme, devenant ainsi la première membre de haut rang de la famille royale britannique à le faire publiquement depuis l'acte d'établissement de 1701. Interrogée sur les raisons de sa décision, elle répondit simplement « Cela était dû en grande partie aux personnes que j'ai rencontrées, notamment un homme que nous appelons tous le chef, le cardinal. J'ai été particulièrement frappé par son humilité. » Le 4 septembre 2025, au soir, Catherine, duchesse de Kent, s'est éteinte paisiblement au palais de Kensington à l'âge de 92 ans, entourée de sa famille. Ce qui se passa durant les 12 jours suivants allait révéler des tensions au sein de la famille royale, tensions que le palais avait désespérément espérées pendant des années cachées au public. Pour comprendre pourquoi des membres de la famille royale se disputeraient la collection de bijoux des Kent, il faut d'abord comprendre de quoi il s'agit réellement. Ce ne sont pas de simples accessoires de décoration. Elles constituent un témoignage vivant des siècles les plus tumultueux de l'histoire européenne, et chaque pierre de cette collection a survécu à des épreuves que des empires entiers n'ont pas surmontées. L'histoire commence en Russie. Dans un palais de Saint-Pétersbourg, une femme nommée la Grande Duchesse Maria Pavlovna possédait la plus belle collection privée de bijoux de tout l'Empire russe, après celle de la tsarine elle-même. Lors de la Révolution de 1917, son fils Boris et un diplomate britannique nommé Bertie Stopford s'y déguisèrent en ouvriers et s'introduisirent par effraction dans le palais Vladimir. Ils firent sortir clandestinement les bijoux dans des sacs Gladstone et les déposèrent dans un coffre-fort londonien. 224 pièces, répertoriées par Gerrards en janvier 1920, échappèrent ainsi totalement à la Révolution. La seule fille de la grande duchesse Vladimir était Elena Vladimirovna de Russie. La fille d'Elena était la princesse Marina de Grèce et de Danemark. C'est par cette unique lignée que les joyaux impériaux des Romanov sont devenus les joyaux de la famille Kent. Marina a fait voyager ses chapeaux à travers l'Europe lorsqu'elle a épousé un membre de la famille Windsor en 1934. Marina était déjà la membre de la famille royale la plus élégante d'Europe avant même son arrivée en Grande-Bretagne. Quelques semaines seulement après l'annonce de ses fiançailles, les boutiques londoniennes vendaient des chapeaux à son effigie, copiant son style emblématique. Une couleur, une nuance particulière de turquoise, fut baptisée Blue Marina en son honneur. Le couturier Molineux la considérait comme la plus grande influence sur la mode depuis l'impératrice Eugénie. La reine Marie, qui comprenait mieux que quiconque au XXe siècle l'importance des bijoux royaux, veilla à ce que Marina reçoive en cadeau de mariage les pièces les plus précieuses du patrimoine familial. La plus importante était la parure de saphir de Cambridge, une parure complète de saphir et de diamants créée pour la princesse Augusta de Cambridge dans les années 1830 et qui avait appartenu à plusieurs femmes de la famille royale pendant 7 décennies avant d'arriver entre les mains de Marina. À la mort de Marina en 1968, le duc fut contraint de vendre plusieurs bijoux presque immédiatement afin de s'acquitter des droits de succession. Le diadème de saphir de Cambridge fut vendu aux enchères chez Sotheby's en 1993. Une broche en forme de nœud papillon ornée de diamants et ayant voyagé depuis le palais Vladimir pendant la Révolution a finalement été revendue chez Christie's en 2012 pour 842 500 $, soit 4 fois son estimation. Les boucles d'oreilles girandoles en diamant, qui ornaient autrefois un palais aujourd'hui disparu, appartiendraient désormais à Kim Kardashian. Ce qui subsiste n'en demeure pas moins significatif. Le diadème Kent Pearl Fringe, dont on pense qu'il intègre des éléments d'une pièce de Vladimir, a été exposé publiquement jusqu'en 2022. Ce qui a survécu représente une valeur monétaire de plusieurs dizaines de millions de livres, et bien plus encore.
un lien matériel indéfectible avec un monde que la Révolution a tenté d'effacer. Celui ou celle qui héritera de ce qui reste n'acquérera pas seulement des bijoux. Elles acceptent la responsabilité de perpétuer l'héritage de 4 générations de femmes exceptionnelles. Et selon les rumeurs qui circulent actuellement dans les cercles royaux, le duc de Kent aurait déjà choisi la personne qui mérite d'assumer cette responsabilité. Le nom qu'il aurait choisi ne serait pas celui que Buckingham Palace aurait retenu. Et la raison de son choix remonte non seulement à la collection Kent, mais aussi à toute la lutte tacite pour la succession au trône. Dans les semaines qui ont suivi le décès de la duchesse de Kent en septembre 2025, le duc pleurait la perte de 64 ans de mariage et, selon certaines sources, réfléchissait à son héritage comme jamais auparavant au cours de sa longue vie publique. Des sources proches de la famille Kent ont alors commencé à révéler des informations que le palais a immédiatement refusé de commenter. Le duc avait exprimé un souhait clair et profondément personnel concernant le reste de la collection. Il voulait que ces pièces, les saphirs historiques, les diamants hérités des Romanov, les diadèmes ayant survécu à la destruction d'un empire, reviennent à Catherine, princesse de Galles, et non à la reine Camilla. Le duc de Kent n'est pas un personnage secondaire dans ce calcul. Il est le dernier cousin germain survivant de la reine Élisabeth II. Il a servi la couronne pendant plus de 60 ans sans la moindre controverse. Pour un homme qui a toujours cru qu'un Windsor ne se plaint pas et ne s'explique pas, exprimer un souhait personnel aussi clair concernant un sujet aussi sensible que les bijoux de sa famille est un geste loin d'être anodin. Pour ceux qui le connaissent bien, c'est un véritable séisme. Et la femme qu'il aurait nommée était une figure emblématique du combat mené par le public britannique pour se relever d'une situation bien plus terrifiante que les intrigues de Palace. En mars 2024, Catherine, assise sur un banc à Windsor, a enregistré un message vidéo à destination du monde entier. Elle a déclaré avoir reçu un diagnostic de cancer. Elle a décrit l'opération, le choc de la découverte et la chimiothérapie qui a suivi. Elle n'a pas précisé le type de cancer. Elle a simplement déclaré « Je vais bien et je me sens de mieux en mieux chaque jour ». Elle a participé à la cérémonie du Trooping the Colour en juin 2024. Elle a également fait une apparition à Wimbledon en juillet, où elle a reçu une ovation debout qui a ému aux larmes des personnes qui ne l'avaient jamais rencontrée. En janvier 2025, elle a annoncé sa rémission lors d'une visite à l'hôpital en juillet 2025. Avec une sincérité touchante, elle a déclaré « On fait bonne figure pendant le traitement, mais en réalité, la période qui suit est vraiment difficile. » 6 mots qui l'ont rendu plus réel aux yeux du public britannique que 20 ans de communications officielles. C'est dans ce contexte que l'on découvre une femme qui avait affronté une épreuve qui aurait pu la faire disparaître du monde et qui était revenue à la lumière. Quoi qu'il en soit, le souhait supposé du duc est apparu non pas comme une rumeur de palais, mais comme une affirmation de ce à quoi l'avenir de la monarchie est censé ressembler. Mais le palais n'allait pas laisser un souhait informel perturber un ordre établi sans réagir, car cet ordre établi avait sa propre défenseur de poids qui portait déjà les joyaux. La hiérarchie qui régit ces décisions est, selon l'expert royal Katie Nicholl, simple et inflexible. La reine consort a la priorité. Vient ensuite la princesse de Galles, puis tous les autres. L'épouse du roi régnant reçoit les outils nécessaires à l'exercice de son rôle constitutionnel. La future reine attend son tour. Notre Camilla s'est montrée active et réfléchie au sein de cette hiérarchie. Lors d'une réception à Mansion House en 2023, elle portait le diadème des filles de Grande-Bretagne et d'Irlande, l'un des préférés de la reine Elisabeth. Lors d'un banquet d'État en 2024, elle a arboré le diadème Kokoshnik de la reine Alexandra, qui n'avait pas été vu en public depuis 2015.
À la réception diplomatique de novembre 2025, elle est apparue coiffée du diadème Kokoshnik en émeraude de Greville, précédemment porté par la princesse Eugénie lors de son mariage en 2018. Le joaillier de la cour a qualifié cette apparition du diadème Kokoshnik de moment joaillier royal le plus marquant de l'année 2024. Camilla n'est pas passive dans cette hiérarchie. Elle revendique activement et visiblement sa place, et pourtant, une situation totalement distincte se déroule en parallèle. Tandis que Camilla occupe le présent, le palais prépare discrètement et sans équivoque l'avenir de Catherine. Les bijoux que Catherine a portés ces 2 dernières années racontent une histoire qui dépasse largement le cadre du protocole. Ils révèlent une intention. La pièce emblématique de Catherine est le diadème Cambridge Lovers Knot, créé en 1913 pour la reine Mary et rendu célèbre par la princesse Diana tout au long des années 1980. Après la mort de Diana, la robe a disparu de la scène publique pendant 18 ans. Puis, en décembre 2015, Catherine l'a portée pour la première fois. Et depuis, c'est devenu sa pièce royale la plus photographiée. La reine Mary elle-même a porté les titres de duchesse de Cambridge et de princesse de Galles de son vivant. Ce sont les 2 titres qu'a porté Catherine. Le symbolisme n'est pas fortuit. Mais le moment le plus significatif s'est produit en décembre 2025. Lors d'un banquet d'État au château de Windsor, Catherine est apparue coiffée du diadème oriental de la reine Victoria, orné de 200 diamants et rubis. Ces diadèmes, créés par le prince Albert en 1853, étaient historiquement réservés par la reine Victoria elle-même aux seules reines. Catherine est ainsi devenue la première princesse, la première personne non-reine à le porter publiquement en 172 ans d'histoire. C'est là la véritable tension que le palais ne reconnaîtra jamais ouvertement. Il ne s'agit pas d'une querelle entre 2 femmes, mais d'une collision entre 2 époques. Camilla est prisonnière du présent. Catherine est construite comme l'avenir inéluctable. Les 2 réalités coexistent. Est un roi, conscient de faire le lien entre elles, les gère simultanément. Puis survint un enterrement auquel aucune des 2 réalités n'était préparée. Des funérailles qui ont marqué l'histoire royale depuis 500 ans, et un siège resté vide dans cette cathédrale, un mystère que le palais ne put expliquer. Le 16 septembre 2025, le roi Charles III assista à la messe de Requiem catholique à la cathédrale de Westminster, devenant ainsi le premier monarque britannique régnant à participer officiellement à un office catholique sur le sol britannique depuis la Réforme, qui mit fin aux relations entre la Grande-Bretagne et Rome il y a près de 500 ans. En tant que gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre, ayant juré lors de son couronnement de défendre la religion protestante, il assista à la cérémonie dans une cathédrale catholique, en signe d'amour personnel pour une femme convertie 31 ans auparavant et qui, durant les décennies suivantes, avait consacré sa vie à sa foi et à sa communauté dans l'anonymat le plus total. Le roi était visiblement ému tout au long de l'office. Le prince William était assis à ses côtés, et Catherine fut photographiée à plusieurs reprises en train de le réconforter discrètement. Un geste immortalisé par les photographes et diffusé dans le monde entier en moins d'1 heure. La princesse Anne était présente. Le prince Andrew y assistait également lors d'une de ses rares apparitions publiques ces derniers temps. Le duc de Kent, âgé de 89 ans, était lui-même présent, marchant avec une canne, accompagné de sa fille, Lady Helen Taylor, qui portait la broche en diamant et la bague de fiançailles en saphir de sa défunte mère en guise d'hommage personnel. Tous les membres importants de la famille Windsor se trouvaient à l'intérieur de la cathédrale, mais la reine Camilla était absente. Arrivée d'Écosse le matin même, elle devait reprendre son programme chargé dès le lendemain pour accueillir Donald Trump à l'ouverture de sa visite d'État.
Son absence se faisait donc sentir lors d'un événement que les historiens qualifiaient déjà d'inédit. Un manque de tact flagrant pour un accueil présidentiel 24 heures plus tard. Le public posait désormais ouvertement une question que le palais avait espéré voir rester tue pendant 3 ans. La réponse ne résidait pas dans une déclaration officielle, mais dans le cadre juridique régissant le sort futur des joyaux. Voilà un aspect de la joaillerie royale que presque personne en dehors des cercles de juristes constitutionnels ne comprend pleinement. Les joyaux de la couronne impériale. Le globe et le sceptre appartiennent à la nation. Le roi Jacques Ier l'a établi en 1606. Ils sont transmis automatiquement avec la monarchie et ne peuvent être légués, donnés ou vendus individuellement. La collection personnelle que la reine Élisabeth a constituée pendant plus de 70 ans est différente. Elle a été léguée à Charles dans le cadre de son patrimoine privé. Elle est totalement exonérée d'impôts en vertu du mémorandum d'entente de 1993 sur la fiscalité royale, qui exempte les successions entre souverains. Charles gère ses quelques 400 pièces et les prête selon la hiérarchie décrite par Nickel. Les bijoux de la famille Kent relèvent d'une catégorie juridique totalement différente. Ces pièces sont des propriétés privées. Ces biens ont été transmis au duc de Kent par la princesse Marina en tant que possession personnelle héritée par la lignée de Vladimir, descendant des Romanov. Ils lui appartiennent. Le roi ne possède aucun droit légal automatique sur aucun d'eux. Le duc peut disposer de ses biens comme bon lui semble, par testament, par legs privé de son vivant ou par tout autre moyen accessible à tout citoyen. C'est cette réalité juridique qui confère toute son importance à la déclaration qui lui est attribuée. Et s'il souhaite léguer ses bijoux restants à Catherine, il peut le faire. Légalement, personne ne pouvait l'en empêcher. La question est uniquement de savoir si son entourage respecterait ses dernières volontés ou si des pressions institutionnelles pourraient discrètement modifier la situation a posteriori. Les testaments royaux sont presque toujours scellés. Cette pratique remonte à 1911. En 2021, Sir Andrew McFarlane, président de la division familiale, a confirmé qu'il conservait personnellement dans son coffre-fort plus de 30 enveloppes scellées, chacune contenant le testament d'un membre décédé de la famille royale. Ces enveloppes sont scellées pour une durée de 90 ans. Quel que soit le contenu final du testament du duc, le public ne s'en débarrassera certainement jamais. En décembre 2025, Catherine est arrivée à un banquet d'État coiffée d'un diadème que la reine Victoria avait stipulé dans son testament comme étant réservé aux seules reines. Ces diadèmes, ornés de 200 diamants et rubis, avaient été créés par le prince Albert en 1853. Catherine le portait en princesse, non en reine, devenant ainsi la première personne en 172 ans à le faire. Les historiens des bijoux qui ont vu les photographies l'ont immédiatement compris. Il ne s'agissait pas d'un choix de mode. Il s'agissait d'une déclaration de l'institution elle-même. L'enquête britannique sur les attitudes sociales, publiée en septembre 2025, a révélé que seulement 51% des Britanniques considéraient la monarchie comme très ou assez importante, soit le chiffre le plus bas jamais enregistré. Parmi les 16-24 ans, 67% ont déclaré préférer un chef d'État élu. Les chiffres qui avaient assuré la cohésion de l'institution pendant des générations évoluaient enfin dans le mauvais sens, et les personnes au sein du palais le savaient. Dans ce contexte, la guérison de Catherine après son cancer n'était pas simplement une histoire personnelle. C'était un événement institutionnel. La femme dont dépend sans doute le plus la survie à long terme de la monarchie a affronté une épreuve qui aurait pu lui être fatale, et elle est revenue
Discrètement, sans grand discours ni mise en scène, mais avec constance, discrétion et une volonté inébranlable de ne donner au monde aucune raison de douter d'elle. Lors d'une visite à l'hôpital en juillet 2025, elle a déclaré « On garde le moral, on fait preuve de stoïcisme pendant le traitement. » Mais en réalité, la phase qui suit est vraiment difficile. Ces mots ont accompli quelque chose qu'aucune stratégie de communication officielle n'aurait pu réaliser. Ils l'ont rendu indéniablement réel. Et c'est précisément cette qualité dont la monarchie a le plus besoin, plus que n'importe quel joyau. L'histoire de Camilla est véritablement remarquable. À la fin des années 1990, les 2/3 des Britanniques s'opposaient à ce que Charles devienne roi si cela impliquait que Camilla devienne reine. La réhabilitation qui s'ensuivit fut l'une des opérations de gestion d'image les plus importantes et les plus durables de l'histoire royale moderne. La déclaration de la reine Élisabeth en février 2022, exprimant son souhait sincère que Camilla soit reconnue comme reine consort, scella cette transformation. En octobre 2025, YouGov enregistrait un taux d'approbation de 45% pour Camilla, contre 73% pour Catherine. Elle avait mérité sa place. Personne de sensé ne le conteste. Mais l'histoire royale s'inscrit dans une perspective plus large que celle de tout règne individuel. L'institution ne cherche pas à savoir qui mérite le plus ses pièces. Elle cherche plutôt à savoir qui les transmettra de manière à ce que la prochaine génération croit que la monarchie a encore quelque chose à lui offrir, et à tous les égards. Des sondages aux apparitions publiques, en passant par l'extraordinaire valeur symbolique des diadèmes posés sur sa tête, l'institution répond déjà à cette question. Que sa déclaration soit respectée ou discrètement refoulée au sein du palais, elle révèle ce que le public perçoit déjà à travers chaque photographie, chaque ovation, chaque pose soignée d'un diadème chargé d'histoire sur la tête d'une femme en particulier. La monarchie a fait ses calculs quant à l'avenir. Le duc de Kent aurait fait les siennes. Et les joyaux, toujours dans leurs écrins, toujours en attente, sont le témoignage le plus sincère que l'un ou l'autre puisse offrir sur la suite des événements. Le palais est muet. Les joyaux sont restés immobiles. Le duc de Kent est toujours vivant, toujours silencieux, toujours aux premières loges. Mais la réponse a déjà été donnée. Elle a été donnée en diamant, en silence, et par un siège vide dans une cathédrale qui, depuis 5 siècles d'histoire britannique, ne pourrait jamais accueillir un roi à une messe catholique. Chaque institution finit par révéler la vérité sur elle-même. La monarchie britannique la révèle en ce moment même. Et cette vérité a un nom. Nous aimerions que vous le connaissiez. Pensez-vous que les bijoux du Kent appartiennent à Catherine? Ou bien, le rôle de reine de Camilla fait-il d'elle l'héritière légitime de cette collection extraordinaire? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous, car le débat est loin d'être clos. Votre opinion compte vraiment.